Salut les amis, c'est Maxou, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Maxi Talk. Ça y est, on est de retour depuis le temps, voilà, le précédent Maxi Talk était sorti au mois de mars, à l'occasion des élections municipales. On se retrouve aujourd'hui. À la base, j'avais posté la vidéo il y a quelques jours en disant que les Maxi Talk arriveront à des périodes personnalisées, on va dire. Et bah justement, le voici, le Maxi Talk de la semaine, le Maxi Talk du mois de mai. Je ne sais pas si vous avez reconnu le fond. Si oui, vous savez de quoi on va parler. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui revient chaque année. Un événement qui va rassembler des millions de spectateurs à chaque fois et qui fait chanter l'Europe, mais qui fait aussi énormément débattre. Nous parlons aujourd'hui de l'Eurovision. À première vue, l'Eurovision, c'est simplement un grand concours musical. Des pays, des artistes, des chansons, des mises en scène souvent spectaculaires, parfois kitsch, parfois bouleversantes, et un système de vote qui mélange jury professionnel et public. Mais quand on regarde de plus près, l'Eurovision est bien plus qu'une simple soirée de musique. C'est un événement culturel, historique, politique, médiatique et presque diplomatique. Depuis sa création dans les années 1950, le concours accompagne les transformations de l'Europe, la reconstruction d'après la guerre, l'élargissement du continent, la chute du bloc de l'Est, la mondialisation, les tensions géopolitiques et aujourd'hui, les débats autour de la guerre, des droits humains, de l'inclusion ou encore de la place de certains pays dans la compétition. Et justement, l'édition 2026 a encore montré à quel point l'Eurovision peut être un événement paradoxal. D'un côté, on a eu une victoire musicale forte, celle de Dara pour la Bulgarie, avec le titre Bangaranga. Première victoire du pays dans l'histoire du concours. De l'autre, cette édition a été marquée par de nombreuses tensions, notamment autour de la participation d'Israël et du boycott de plusieurs diffuseurs européens. L'Eurovision 2026 s'est tenue à Vienne, en Autriche, pour la 70e édition du concours, avec 25 pays finalistes lors de la grande finale. Dans cet épisode, on va donc avancer en plusieurs étapes. D'abord, on va revenir sur la création et l'histoire du concours. Pourquoi l'Eurovision a été inventée, dans quel contexte et avec quelle ambition. Ensuite, on parlera de l'historique des vainqueurs, des pays les plus titrés et de ce que ces victoires racontent de l'évolution du concours. Puis, on fera un résumé de ce qui s'est passé pendant l'Eurovision 2026 avec la victoire bulgare, le classement et l'ambiance générale de cette édition. Après ça, on reviendra sur les polémiques des dernières années parce qu'il est impossible de parler de l'Eurovision aujourd'hui sans évoquer les tensions autour de la politique, des votes, des exclusions et des boycotts. Et enfin, on terminera avec une question simple mais importante. Est-ce encore une bonne chose de regarder l'Eurovision ? Est-ce qu'il faut continuer à soutenir ce concours malgré les polémiques ? Ou est-ce qu'au contraire, ces débats montrent que l'Eurovision a perdu une partie de son esprit d'origine ? C'est parti donc, la création et l'histoire du concours. L'Eurovision naît officiellement en 1956 dans un contexte très particulier. L'Europe sort à peine de la Seconde Guerre mondiale. Le continent est encore marqué par les divisions, les destructions, les blessures politiques et humaines. Et dans ce climat, l'idée apparaît de créer un événement culturel capable de réunir les pays européens autour d'un même programme télévisé. Le premier concours a eu lieu le 24 mai 1956 à Lugano, en Suisse. À l'époque, seulement 7 pays y participent. Les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et l'Italie. Chaque pays présente alors 2 chansons. C'est très loin du grand show international que l'on connaît aujourd'hui. Le concours est même principalement pensé comme une expérience de diffusion en direct
à une époque où la télévision européenne était encore jeune. Le site officiel de l'Eurovision rappelle que cette première édition était avant tout une grande expérimentation de retransmission simultanée entre plusieurs pays. L'inspiration vient aussi du festival de Sanremo en Italie, créé quelques années plus tôt. Sanremo montrait déjà qu'un concours de chansons pouvait devenir un grand rendez-vous populaire. L'Union européenne de la radio-télévision, l'UER, reprend cette idée et l'adapte à l'échelle européenne. Au départ, l'Eurovision a donc une mission assez claire, rapprocher les peuples grâce à la musique et la télévision. C'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir l'Eurovision uniquement comme un spectacle extravagant avec des costumes, des effets spéciaux, des performances parfois très théâtrales, mais à l'origine, il y avait une vraie ambition technique, culturelle et symbolique. Avec le temps, le concours va énormément évoluer. Il passe d'une petite compétition entre quelques pays d'Europe occidentale à un événement beaucoup plus large. De nouveaux pays rejoignent progressivement le concours, notamment après la fin de la guerre froide. L'Eurovision devient alors une scène où l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud et l'Europe centrale, ainsi que l'Europe de l'Est, se rencontrent. Le concours introduit aussi des demi-finales dans les années 2000, parce que le nombre de participants devient trop important pour une seule soirée. Le système de vote évolue également. On passe d'un vote principalement national à une combinaison entre jury professionnel et vote du public. Et c'est là que l'Eurovision devient fascinant. Parce qu'il n'est plus seulement un concours de chansons, il devient un espace où se mélangent la culture populaire, les stratégies nationales, les affinités régionales, les débats de société et parfois les tensions diplomatiques. En résumé, l'Eurovision est née comme un projet d'union par la musique. Mais au fil du temps, il est devenu un véritable miroir de l'Europe. Ses goûts, ses divisions, ses contradictions et ses rêves d'unité. Depuis 1956, l'Eurovision a couronné des dizaines et des dizaines d'artistes ainsi que des pays. Certains vainqueurs sont devenus des icônes mondiales. Le cas le plus célèbre reste évidemment ABBA, qui gagne pour la Suède en 1974 avec Waterloo. Cette victoire va lancer une carrière internationale immense. On peut aussi citer Céline Dion, qui remporte le concours en 1988 pour la Suisse, bien avant de devenir une star planétaire. Mais si on regarde le classement des pays les plus titrés, deux nations dominent historiquement le concours, l'Irlande et la Suède, avec 7 victoires chacune. L'Irlande a été longtemps le pays roi de l'Eurovision, notamment grâce à ses victoires répétées dans les années 80 et 90. La Suède, elle, a construit une image de grande puissance pop européenne avec des artistes comme ABBA, Loreen ou encore Måns Zelmerlöw. Les palmarès historiques placent bien l'Irlande et la Suède au sommet du nombre de victoires. Derrière, on retrouve plusieurs pays à 5 victoires, comme la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ce sont surtout des pays qui ont beaucoup gagné dans les premières décennies du concours. La France, par exemple, a eu une grande période de réussite entre les années 50 et 70, même si elle attend toujours une nouvelle victoire depuis 1977. Ensuite, on retrouve des pays comme Israël, avec plusieurs victoires importantes, dont celle de Dana International en 1998, qui a marqué l'histoire du concours par sa portée culturelle et symbolique. L'Ukraine est devenue aussi un pays très fort à l'Eurovision moderne, avec plusieurs victoires depuis son arrivée dans le concours, dont celle de Kalush Orchestra en 2022. Ce classement des vainqueurs est intéressant, parce qu'il montre que l'Eurovision a changé de centre de gravité. Pendant longtemps, les pays d'Europe occidentale dominaient largement. Puis, à partir des années 2000, les pays d'Europe de l'Est, des Balkans, du Caucase ou du Nord ont pris une place beaucoup plus importante. Et en 2026, une nouvelle page s'est écrite avec la victoire de la Bulgarie, qui n'a jamais gagné auparavant. Dara, avec Bangaranga, a offert au pays sa première victoire dans le concours. La Bulgarie avait participé pour la première fois en 2005, puis s'était absentée plusieurs années avant de revenir en 2026. Ce que l'on peut retenir, c'est que gagner l'Eurovision
Ce n'est pas seulement avoir une bonne chanson, c'est souvent une combinaison entre un titre efficace, une performance marquante, une mise en scène forte, un bon timing culturel et parfois un contexte politique ou émotionnel favorable. L'Eurovision récompense une chanson, oui, mais il récompense aussi un moment. Ce qu'il s'est passé cette année. Donc, cette Eurovision 2026 s'est déroulée à Vienne, en Autriche, et marquait la 70e édition du concours. C'était donc une édition anniversaire avec une forte dimension symbolique. 70 ans d'un concours qui a commencé comme une expérience télévisée européenne et qui est devenu l'un des plus grands événements musicaux en direct au monde. La grande gagnante de cette édition est donc Dara, représentante de la Bulgarie, avec du coup Bangaranga. Selon le communiqué officiel de l'Eurovision, la chanson a remporté à la fois le vote du jury et celui du public, ce qui n'était pas arrivé pour une chanson gagnante depuis 2017. Le concours précise aussi que la Bulgarie a gagné avec une marge de 173 points, présentée comme la plus large de l'histoire du concours. C'est un point important, parce que cette victoire n'a pas simplement été une victoire surprise, elle a été validée des deux côtés, par les professionnels et par le public. Cela donne une légitimité à ces forts résultats finaux. La chanson est décrite comme un morceau pop énergétique, festif, avec une mise en scène très chorégraphiée. Dara est déjà une artiste connue en Bulgarie et son passage à l'Eurovision lui a permis de toucher un public beaucoup plus large. La victoire a aussi une dimension historique. C'est la première fois que la Bulgarie remporte le concours après une participation commencée en 2005 et plusieurs années d'absence avant son retour en 2026. Le podium de 2026 est également intéressant. La deuxième place revient à Israël, représenté par Noam Betan et la chanson Michel. La troisième place revient à la Roumanie, avec Alexandra Captianescu et le titre Choc Me. Mais cette édition ne s'est pas seulement jouée sur la scène, elle s'est aussi jouée dans l'ambiance autour du concours. Plusieurs pays avaient annoncé leur boycott en raison de la participation d'Israël. L'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Islande ont notamment choisi de ne pas participer à l'édition 2026 après que l'UER a refusé d'organiser un vote sur l'exclusion d'Israël. Cela a donné à cette édition une atmosphère très particulière. D'un côté, l'Eurovision fêtait ses 70 ans, l'unité, la musique, la fête. De l'autre, le concours était traversé par une forte tension politique et morale. Et c'est peut-être ça, le paradoxe de l'Eurovision 2026. Une grande victoire musicale, mais dans une édition où la question politique a presque autant occupé l'espace que les chansons elles-mêmes. Justement, quelles ont été les polémiques autour du concours ces dernières années ? L'Eurovision aime se présenter comme un concours apolitique. Officiellement, l'idée est simple, les artistes chantent, les pays participent, le public vote et la musique rassemble. Mais, dans les faits, l'Eurovision a toujours été traversée par la politique. Ces dernières années, les polémiques se sont multipliées. La première grande polémique récente concerne évidemment la Russie. Après l'invasion de l'Ukraine en 2022, la Russie est exclue du concours. Cette décision montre que l'Eurovision ne peut pas totalement se séparer du contexte international. Quand une guerre éclate en Europe, quand un pays est accusé de violer massivement le droit international, la question devient inévitable. Peut-on continuer à l'accueillir dans un événement censé représenter l'unité européenne ? Ensuite, il y a donc eu la victoire de l'Ukraine en 2022 avec Kalush Orchestra. Beaucoup y ont vu à la fois une victoire musicale et un immense vote de solidarité. C'est un exemple typique de la frontière floue entre émotion artistique et contexte politique. Est-ce uniquement la chanson qui a gagné ? Ou aussi le symbole de l'Ukraine en guerre ? Probablement les deux. Puis, à partir de 2024, et surtout 2025 et 2026, la grande controverse concerne Israël. La participation d'Israël a été fortement contestée en raison de la guerre à Gaza et de la crise humanitaire. En 2025, Israël avait déjà suscité des débats
notamment après une campagne de mobilisation en ligne menée par le gouvernement israélien pour encourager les votes du public. Britannica résume que cette campagne a été perçue comme une intervention gouvernementale particulièrement importante dans le vote des fans. En 2026, le ton monte encore. L'UER adopte en décembre 2025 un langage décourageant l'influence directe des gouvernements sur le vote du public, mais refuse d'organiser un vote sur l'inclusion d'Israël. Résultat, plusieurs diffuseurs annoncent leur boycott de l'édition 2026. L'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Islande décident de ne pas y participer. Cette polémique pose une question très délicate. Pourquoi certains pays sont exclus et pas d'autres ? Beaucoup de critiques ont comparé la situation d'Israël à celle de la Russie. Pour certains, il y a un double standard. Pour d'autres, les situations ne sont pas identiques, notamment parce que l'Eurovision fonctionne avec les diffuseurs publics, membres de l'UER, et pas directement avec les États. Mais, pour le public, cette nuance est parfois difficile à accepter. Quand un pays participe, son drapeau apparaît, son nom est annoncé, ses points sont comptabilisés. Même si techniquement ce sont des diffuseurs qui concourent, symboliquement, ce sont bien des nations qui sont représentées. Il y a aussi des polémiques liées au vote. Depuis longtemps, certains spectateurs accusent l'Eurovision d'être influencée par des votes de voisinage, des alliances régionales ou des affinités politiques. Les pays nordiques se donnent souvent des points, les Balkans aussi, les pays issus de l'ex-URSS ont parfois des tendances de vote proches. Ce n'est pas toujours automatique, mais c'est suffisamment visible pour nourrir le débat. Enfin, il y a les politiques artistiques et sociétales. L'Eurovision est souvent un espace de visibilité pour les minorités, les identités LGBTQ+, les performances queer, les artistes non conformes aux normes classiques. Pour certains, c'est une force immense du concours. Pour d'autres, c'est devenu un objet de critique culturelle. Là encore, l'Eurovision reflète les tensions de notre société. En réalité, les polémiques ne sont pas des accidents autour de l'Eurovision, elles font presque partie de son ADN moderne. Parce que dès qu'un concours met des pays en compétition, avec des drapeaux, des votes, des publics nationaux et une audience mondiale, il devient forcément plus qu'un simple concours musical. L'Eurovision veut être une fête, mais c'est une fête organisée au milieu du monde réel, et le monde réel, lui, est rarement apolitique. Nous en sommes déjà à la conclusion, faut-il encore regarder l'Eurovision ? Alors, est-ce que c'est une bonne chose de regarder l'Eurovision ? La réponse n'est pas aussi simple qu'un oui ou un non. D'un côté, on peut comprendre ceux qui décident de ne plus regarder. Quand un concours se présente comme un événement d'unité, mais qu'il est entouré de tensions politiques, de boycotts, de soupçons de double standard ou de campagnes d'influence, certains spectateurs peuvent avoir l'impression que la fête est abîmée. Ils peuvent se dire que regarder, c'est cautionner, ou alors, au moins, fermer les yeux. Et cette position est respectable. Mais, d'un autre côté, arrêter totalement de regarder l'Eurovision, c'est aussi abandonner un espace culturel qui a une vraie valeur. L'Eurovision reste l'un des rares événements où des pays très différents se retrouvent autour de la musique. C'est un espace où des artistes inconnus peuvent devenir visibles du jour au lendemain. C'est un concours où l'on entend parfois des langues, des styles, des traditions et des identités qu'on ne verrait jamais dans les circuits musicaux classiques. L'Eurovision est imparfait, parfois contradictoire, parfois injuste, mais il reste un miroir fascinant de notre époque. À mon avis, la bonne question n'est pas forcément « faut-il regarder ou ne pas regarder ?» Ce serait plutôt « comment regarder ?» On peut regarder l'Eurovision avec plaisir, pour les chansons, les performances, les mises en scène, les émotions. Mais on peut toujours aussi le regarder avec lucidité, en sachant que derrière les paillettes, il y a des enjeux. Derrière les votes, il y a parfois des rapports de force. Derrière les drapeaux, il y a des histoires politiques. Et derrière chaque polémique, il y a une question plus large que ce que l'Europe veut montrer d'elle-même. Continuer à regarder l'Eurovision ? Oui, pourquoi pas ? Mais pas naïvement. Il faut accepter que son concours soit à la fois une fête populaire et un objet politique. Une scène musicale est un terrain de débat. Un moment de divertissement est un révélateur de tensions internationales. Et finalement, c'est peut-être ça que l'Eurovision continue de passionner autant. Parce que chaque année, on croit regarder seulement des chansons, mais en réalité,
on regarde aussi l'état du monde. L'Eurovision n'est peut-être plus seulement le concours de la chanson européenne, c'est devenu le concours de ce que l'Europe veut célébrer, cacher, défendre ou contester. Et c'est ici que va se terminer cet épisode du Maxou Talk. Oui, je viens de renommer l'émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi, ça a été un plaisir de vous le préparer. On se donne donc rendez-vous au mois de juillet pour un nouveau Maxi Talk. Voilà, on va prendre des petites vacances pendant le mois de juin. Au mois de juillet, on va parler de Coupe du Monde, évidemment. Alors très important, je l'annonce tout de suite, nous allons préparer le Maxi Talk avant le début de la Coupe du Monde. Il sera enregistré avant le début de la Coupe du Monde, mais il sera sûrement diffusé après. Nous verrons comment nous ferons. Ça se trouve, il y aura 2 Maxi Talk, un avant et un après Coupe du Monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un Maxi Talk au mois de juillet, peut-être qu'il y en aura au mois de juin, on verra comment ça va se passer. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode du Maxi Talk. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et commenter, que vous soyez sur YouTube ou sur Spotify. C'était Maxou, au plaisir de vous raconter toujours autant d'histoires.